Bonjour à tous, Marc Julier, je suis ravi de vous retrouver à nouveau pour le projet Coach Station. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Michèle Vielfort-Chapuis, qui est coach professionnelle, facilitatrice, formatrice dans le milieu de la santé. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir son mari, Christophe Chapuis, médecin commandant, sapeur-pompier au SDIS 34. Je vous dis à tout de suite pour cet épisode. Bienvenue à tous les deux sur Coach Station. Aujourd'hui, on reçoit Michèle et Christophe qui vont nous faire part de leur parcours avant et maintenant à travers le coaching, la facilitation. On va voir que leur parcours est très riche. Je les remercie d'être là parce que c'est un contexte un peu particulier. C'est la première fois qu'on fait un enregistrement en vrai. D'habitude, on fait souvent sur Zoom. Et là, on a l'occasion de se voir aujourd'hui, de passer un moment ensemble, c'est chouette. Ils sont actuellement à Châtelaillon, donc on salue tous les habitants du coin, ceux de Montpellier, parce que vous êtes de Montpellier, c'est ça ? Donc, ok, Michèle, tu commences ? Bienvenue sur Coach Station. Merci Marc, merci à Coach Station de nous recevoir. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Alors, dis-nous un petit peu, parce que c'est vrai que tu as fait pas mal de choses, tu étais dans le milieu de la santé essentiellement. Ah oui, c'est vrai que quand on a le micro, on va se partager. Tu étais dans le milieu de la santé, tu étais infirmière. Et puis après, donc tu as eu des responsabilités autour de ça. Tu vas nous expliquer un petit peu. Et après, il y a eu de la formation. Voilà. Après, tu t'es formé donc pour devenir coach. Alors vas-y, je te laisse te présenter. Alors, Michèle Vielfort-Chapuis. Moi, j'ai été infirmière à l'âge de 20 ans dans un service d'urgence et de SMUR et j'ai accompagné pendant une quinzaine d'années des patients et pris en charge des patients avec des équipes médicales. Ensuite, je suis partie à Lyon faire une école des cadres où en parallèle j'ai fait une licence dans les organisations sanitaires et sociales. Et ensuite, j'ai travaillé en formation dans un IFSI au CHU de Grenoble. Donc pendant une dizaine d'années, j'ai été formateur pour des infirmières. Et c'est là où tout ce qui était formation a vraiment été un choix que j'ai trouvé riche. Parce que pour moi, en tout cas, le soin, c'était bien, mais j'avais plus envie d'en faire en fait. Parce que je trouvais que j'avais envie d'accompagner les gens, mais différemment. Donc je l'ai fait à travers de la formation pour des jeunes qui souhaitaient devenir des infirmiers. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité d'avoir une direction d'école d'ambulancier. Et à partir de ce moment-là, j'avais aussi une mission syndicale qui correspondait à une journée par semaine pour accompagner tout ce qui était reconversion des agents hospitaliers. Donc au départ, les gens venaient, je leur demandais qu'est-ce qu'ils voulaient faire s'ils voulaient partir de l'hôpital. Donc souvent, ils me disaient, moi maintenant, je veux faire coiffeuse par exemple, ou je veux faire boucher ou mécanicien. Et donc du coup, je leur sortais tous les catalogues de tout ce qui convenait pour faire une école, avec tous les budgets que j'étais capable de mener pour avoir un financement pour eux. Et à partir de ce moment-là, au bout d'un mois, on avait un bilan et on s'est rendu compte qu'ils ne faisaient absolument pas l'école pour laquelle ils avaient fait une demande. Donc on s'est posé des questions de est-ce que le problème vient de notre accompagnement ou vient de leur motivation. Et du coup, moi, j'ai en parallèle fait un bilan de compétences et j'ai vu que c'était surtout mon accompagnement qui n'allait pas. Donc, du coup, suite à ça, j'ai décidé de commencer une école de coaching. Et à partir de ce moment-là, quand ils venaient pour me dire « je veux faire coiffeuse parce que j'en ai marre de l'hôpital », je leur disais « ok, pourquoi tu veux faire coiffeuse ?» Et là, en fait, à la fin de l'entretien, ils ne voulaient pas du tout faire coiffeuse. Il y avait leur N+1 avec qui ça n'allait pas ou ils avaient un contexte qui n'était pas particulièrement favorable pour eux. Enfin, ce n'était pas la solution qu'ils amenaient avant que j'aie une posture de coach, était une solution
pour eux, qui pensaient être une solution. Et en fait, en posture de coach, c'était pas la solution, c'était juste pour cacher le problème. Donc voilà. Okay. Donc j'ai fait ça. Et suite à ça, je suis devenue coach interne aussi dans le CHU, puisque au CHU où j'étais, il y avait une directrice des soins qui était coach. Et après, je me suis rendu compte qu'il me manquait des outils de facilitation, puisque quand j'étais à l'école d'ambulancier, on avait des promotions d'une trentaine d'étudiants, donc il fallait matière aussi à faire travailler différemment les gens et les faire travailler avec de la facilitation à l'intelligence collective, puisque la spécificité des écoles d'ambulanciers, c'est que on peut rentrer avec un niveau de 3e, mais que du coup, on peut aussi rentrer avec un bac plus 5. Et donc, il y a une hétérogénéité dans les classes qui est compliquée à gérer. Bac moins 5, bac plus 5. Donc, l'intelligence collective, ça a vraiment permis de pouvoir faciliter toutes les postures de chacun. Voilà. Et à partir de ça, j'ai décidé de quitter mon organisation en 2017 et de créer ma société pour partir du CHU de Grenoble et m'installer dans le sud de la France, puisque au départ, mes premières années de travail sont faites à l'hôpital d'Aubenas en Ardèche, pas très loin de la mer, où j'avais la chance de pouvoir aller souvent. Et nous nous sommes installés là-bas et j'ai commencé à créer ma société. Voilà, Marc. Ok. Bon. Alors, Christophe, t'as vu. À toi. Merci. Merci, Marc. Merci. Alors, moi, je suis Christophe Chapuis. Je suis médecin urgentiste depuis 1997. J'ai travaillé de plus de 20 ans au CHU de Grenoble, au SAMU-SMUR et au Secours Héliporté. Et puis, en 2007, j'ai eu l'opportunité d'une mission qui m'a été confiée de créer le CNR 114, c'est le Centre National Relais pour les sourds et malentendants. C'est un centre national qui a été créé à Grenoble, qu'on a créé de toutes pièces, c'est-à-dire qu'on a formé les personnels, recruté les personnels, créé la structure informatique pour pouvoir recevoir. Alors, avec les sourds et malentendants, c'est pas des appels, mais c'est des SMS, des mails et éventuellement de la vidéo. Et donc, à ce moment-là, mon épouse venant de faire l'école de coaching et une formation en facilitation à l'intelligence collective, je me suis dit que pour pouvoir travailler dans des groupes et pouvoir fédérer les compétences de chacun, il me fallait un petit peu des outils. Donc je me suis formé à la facilitation à l'intelligence collective, voilà, que j'utilise dorénavant dans mes activités. Alors aujourd'hui, je ne travaille plus dans un CHU, je travaille comme médecin sapeur-pompier professionnel, mais je continue à utiliser les outils de facilitation à l'intelligence collective au sein de mon organisation et également dans des missions communes avec Michel au sein de structures hospitalières que nous avons accompagnées ensemble. Oui, je précise que vous êtes en couple. Hein. Voilà, ça c'est dit, quoi. Oui, alors du coup, c'est super intéressant aussi cette approche-là avec les sourds et les malentendants, parce que s'il y a une vraie, j'allais dire, il y a un vrai besoin, il y a une vraie demande aussi. Mais alors, toi, t'as vraiment senti que, enfin, tous les deux, j'imagine, de toute façon, là, tu nous disais, toi, dans l'accompagnement, par rapport à des personnes qui se posaient la question de ce qu'ils avaient envie de faire pour la suite. Et toi, à travers ton métier de médecin urgentiste, vous avez vraiment senti que ces formations vous ont aidé à j'allais dire, d'aborder les choses complètement différemment sur le plan professionnel ? Il y a eu un vrai changement, je veux dire. Pour ma part, oui. Alors, parce qu'au début, on peut penser que on va changer l'organisation
en prenant des grandes mesures. Et bon. Mais quand on est dans des grosses organisations comme un CHU ou comme un SDIS dans lequel je travaille actuellement, on fait évoluer les personnes au sein de l'organisation. On ne change pas l'organisation. Elles peuvent évoluer petit à petit, mais on ne peut pas apporter des changements. Il faut semer des graines, il faut former les gens, et progressivement, on arrive à faire acculturer les personnels à cette dimension du travail collectif, de l'intelligence collective et du travail de groupe, parce que sinon les gens ils travaillent chacun pour leur service, pour leur groupement, pour leur pôle, quand on est en hospitalier, et c'est plus difficile de fédérer les gens, voilà. Et ces outils-là, en tout cas pour ma part, m'ont donné la possibilité de faire travailler les gens ensemble et de les faire un petit peu évoluer dans les organisations. Et toi, Michel ? Alors, moi, je voudrais témoigner de quelque chose qui n'est pas dans mon milieu professionnel au départ. En fait, j'ai 2 fils, et quand mon fils le plus âgé parle de comment j'étais en tant que mère, il dit la mienne de mère, elle me disait toujours dépêche-toi, on y va, t'as bientôt fini. Et quand il parle de la mère de son frère, qui est toujours moi, il dit ta mère à toi, en parlant à son frère, elle te dit c'est quoi qui est bon pour toi, prends ton temps, sois content, sois fier de toi, fais-toi confiance. Et en fait, je pense que le coaching, il passe aussi par un auto-changement personnel, avec une prise de recul, une connexion qui est différente effectivement aux problèmes de la vie, à des choses peut-être même plus grandes que la vie. Je trouve que la question de semer des petites graines, en tout cas moi c'est ce qui m'intéresse, de laisser des traces, semer des petites graines pour que les choses poussent autant dans les organisations que dans les histoires de famille, parce que je pense que quand on devient coach, c'est une métamorphose de nous-mêmes, et on n'est pas coach que au travail, et on n'est pas coach non plus 24 heures sur 24, parce qu'on a aussi le droit de ne pas être coach tout le temps. C'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai qu'il y a un travail d'introspection qui est fait de toute façon, hein, durant les formations. On voit, hein, c'est des sujets sur lesquels il y a des sujets sur lesquels on travaille, mais c'est vrai que parfois on nous pose la question, est-ce que même sur le plan personnel, il y a un changement, je dirais pas une métamorphose, mais presque. Toi, t'as senti ça, Christophe, que tu étais différent, même sur le plan perso, parce que bon, c'est enfin, toi, tu fais un travail où t'es très. On parlait de stress un peu en off tout à l'heure. Tu disais, toi, il y a quasiment plus rien qui te stresse aujourd'hui. Bon, hormis une petite anecdote dont tu nous parleras peut-être, parce que là, je précise que Michel et Christophe sont en vacances à La Rochelle. Et encore une fois, je suis ravi de les avoir ici maintenant là avec nous. Mais bon, il nous fera peut-être part de cette anecdote. Mais tu nous disais, il y a quasiment plus rien qui me stresse aujourd'hui. Et toi, tu as senti vraiment que ce travail dans la facilitation, dans une autre vision du travail, de la relation avec l'autre, ça t'a changé Moi, ça m'a... Alors, c'est toujours difficile de parler de soi, mais je pense avoir, par cette formation, réussi à prendre encore plus de recul. Et pas que dans ma situation professionnelle, mais avec, je dirais, la vie en général, avoir réussi à prendre du recul par rapport à ça. Moi, je dirais que la chose la plus marquante, c'est le changement de mon épouse. Parce qu'on voit plus facilement chez l'autre le changement. Michel est plutôt une hyperactive, et c'est vrai que la formation de coaching et celle de facilitation à l'intelligence collective lui ont vraiment permis de prendre beaucoup de recul, d'être plus zen, et effectivement de pouvoir
prendre vraiment le recul nécessaire pour accompagner les gens. Parce que je pense que c'est difficile dans une organisation où, quand il y a une demande d'accompagnement individuel, si on n'a pas le recul nécessaire, on risque de se faire envahir par les problématiques personnelles ou les problématiques de l'organisation. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'avec ces formations, Michel a pu prendre le recul nécessaire pour justement accompagner correctement les gens en ayant cette distance et qui permet d'avoir la maîtrise des outils qu'elle utilise et en même temps ne pas se faire parasiter par les problématiques personnelles des individus. C'est bien, on voit que même la vie de couple peut être métamorphosée par une formation notamment en coaching. C'est important ce que dit Christophe là. Je dis pas de faire à tous les couples de conseiller une formation en coaching, hein. Mais en fait c'est vrai que souvent on le dit qu'on est quand même plus disponible quand on commence à faire un travail sur soi et de prendre une certaine distance. Et en fait, nous, professionnellement, on nous le demande aussi. C'est-à-dire, on va jusqu'à nous demander d'annuler parfois une séance si vraiment on sent qu'on n'est pas disponible pour le client. Toi, tu es raccord avec ça? Ça t'est déjà arrivé de te dire, là, je sens que je ne peux pas être opérationnel ou je ne suis pas disponible alors que j'ai un rendez-vous? Ça peut aller jusque-là? Alors oui, ça peut aller jusque-là. En fait, moi, j'essaye de ne pas annuler mon rendez-vous, mais j'essaye, quand la personne arrive, de voir si on peut être en alliance ou pas. Et je lui explique que peut-être les conditions dans lesquelles je suis ne sont pas optimum pour lui. Et en fait, c'est lui qui peut aussi prendre la décision qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas ensemble. Mais si je reviens sur ce que disait Christophe avant, alors en fait, pour moi, être accompagnée en thérapie, ça fait 30 ans que je suis accompagnée en thérapie, parce que quand j'étais infirmière, c'était psychologiquement violent pour moi. J'ai commencé à me faire accompagner en thérapie, mais en fait, j'étais tout le temps en colère. J'étais tout le temps en colère sur plein de choses, tout m'énervait beaucoup, parce que je pense que j'avais pas compris que j'allais vite, et que chacun ne va pas aussi vite que moi, et moi j'avais la solution pour tout le monde. Et en fait, donc il n'y a pas que la thérapie qui fait changer. Pour moi, il y a aussi la posture de coach, c'est qu'on est en posture où on n'attend rien de l'autre. Et une fois que j'ai compris que j'avais rien à attendre des autres, mais que je crée des conditions pour que eux se sentent bien avec eux-mêmes, et ben c'est là que ça m'a transformée, beaucoup plus que effectivement la thérapie que je suis, parce que c'est la déontologie de notre cadre de coach, thérapie, supervision, travail de développement personnel en continu, ce qui fait que nous sommes des coachs certifiés. Voilà, ça c'est fait, c'est placé. Tu fais toi un petit peu ce travail de suivi, parce que bon, c'est pareil, hein, un médecin urgentiste, psychologiquement il y a quand même des choses qui peuvent être traumatisantes. Est-ce que on vous, enfin, j'allais dire pas on vous impose, mais on vous suggère d'être suivi un petit peu, quoi? Après, c'était pas jusqu'à il y a quelques années assez développé dans les structures hospitalières ou les structures comme les SDIS où je travaille actuellement. Maintenant, ça commence. Il y a des cellules médico-psychologiques qui permettent de nous suivre lors d'interventions marquantes ou de situations qui pourraient être psychologiquement déstabilisantes. Voilà, donc il y a ce suivi-là qui est organisé et maintenant qui existe aussi bien à l'hôpital que dans les SDIS. Okay. Et je pense que c'est effectivement important de pouvoir de temps en temps poser les choses, justement pour ne pas les ruminer trop longtemps et les garder à l'intérieur, de pouvoir justement en parler, c'est important pour pouvoir continuer après le reste de l'activité. Ouais, d'être justement opérationnel. Exactement. Ouais. Et c'est pas imposé du coup? C'est pas imposé, mais aujourd'hui on structure les choses. Enfin, dans le SDIS dans lequel je travaille, on essaye de fortement
organiser les choses pour que les équipes, quand ils vivent des situations marquantes, participent à des débriefings. Et puis après, c'est plutôt quand on a repéré les gens un petit peu qui sont en difficulté, à ce moment-là, on les oriente vers la psychologue. Voilà. Mais c'est comme ça que les choses se passent. Il n'y a jamais rien d'imposé, parce que finalement, on s'aperçoit que si on impose aux gens, mais de temps en temps, il y a une petite réticence, justement. Donc, voilà. Alors peut-être que ça évoluera, mais pour l'instant, c'est organisé comme ça. Ok. C'est vrai, je rebondis là-dessus. C'est vrai qu'on précise aussi que le coaching, c'est quelque chose qui nécessite de la part du coaché une motivation au départ pour aller vers un objectif. Et je rebondis sur ce que disait Christophe, c'est-à-dire que souvent, tu vas nous en parler, mais au sein d'une structure, quand on fait du forcing, finalement, ça donne pas forcément le résultat escompté. T'as déjà vécu ça, toi ? Alors, j'ai déjà vécu ça, oui. Ceci dit, moi, quand j'ai quelqu'un qui vient vers moi, d'abord, je lui demande si c'est sa décision, s'il est envoyé par sa hiérarchie. Et s'il est envoyé par sa hiérarchie, on a toujours une réunion tripartite avant. Et moi, je demande toujours au coaché qu'il ait rencontré au moins 2 ou 3 coachs et qu'il choisisse son coach avec lequel il a le plus de feeling, en fait. Puisque c'est aussi comme ça que ça marche, le choix d'être coaché. Et je trouve qu'en tant que professionnel coach, c'est aussi une vraie posture de pouvoir pas être choisi. Parce que ça veut dire aussi qu'on n'a pas de feeling avec tout le monde et que c'est aussi tout à fait, on dit souvent en coaching, c'est OK de ne pas être choisi. Et c'est un vrai travail aussi de se voir non choisi et de travailler là-dessus. Donc, en fait, dans notre métier, on a plein d'endroits, je dirais, où on a à aller réfléchir à qui on est et à comment ça fait écho chez nous d'être choisi, pas choisi. Voilà. C'est intéressant, mais effectivement, parce qu'on précise que parfois, alors ça peut être dans le cadre d'appel d'offres, mais d'une manière même en direct comme ça, on peut être amené à être sollicité par une entreprise, mais on se rend compte qu'on est plusieurs à proposer nos services de coach. Et donc du coup, normalement, c'est le futur coaché qui choisit un des coachs ou une des coachs. Et effectivement, ça nous met face à une réalité, c'est que parfois on n'est pas choisi et on le sait pas forcément non plus pourquoi. On sait pas forcément pourquoi, mais on doit accepter ça. C'est pas forcément. Ça peut être frustrant, ça peut être déstabilisant, ça peut être. Mais en même temps, souvent, ce qu'on se dit. C'est qu'on peut pas plaire à tout le monde. Alors c'est un peu dit comme ça, c'est un peu raccourci, mais en même temps, on n'a pas le sentiment qu'on choisit tout le monde non plus. C'est-à-dire il y a aussi des gens avec qui on n'a pas forcément envie de travailler, ou des gens même sur le plan perso avec qui on n'a pas forcément envie d'être. Alors pourquoi finalement le coaché il choisit? Il n'aurait pas cette liberté. Parfois ça joue pas pour nous, parfois on est très content d'être choisi. Est-ce que toi, tu as une anecdote, Christophe, parce que c'est un métier donc de... alors le SDIS, attends, juste, je fais la parenthèse, le SDIS, est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est? Parce que vous êtes beaucoup dans les acronymes. Alors pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, c'est pas forcément toujours évident. Le SDIS, c'est le service départemental d'incendie et de secours. Et moi, je travaille dans l'Hérault, donc c'est le SDIS 34. Ah, ok. Voilà. T'as une anecdote à nous... Tu veux nous partager? Après, si on fait le parallèle avec la médecine d'urgence et les interventions de coaching ou de facilitation, quand on fait une intervention, la victime, elle choisit rarement les gens qui viennent la secourir. Et donc, là, il y a une vraie différence avec soit la facilitation dans laquelle l'équipe va essayer de choisir un processus pour essayer d'avancer sur une problématique, ou un coaching d'organisation ou un coaching individuel, ou dans le coaching individuel, effectivement, le coaché va choisir son coach. C'est la différence avec
je dirais, l'activité d'urgence où les gens, ils choisissent pas la personne. Et autant les choses peuvent très bien se passer, et puis des fois, comme dans toute activité humaine, relationnelle, le relationnel, des fois, il passe moins bien entre les gens. Ça arrive. C'est plutôt rare, parce que les gens sont en demande d'aide, et donc c'est rare qu'ils soient dans l'invective avec les secours, mais ça peut arriver aussi. Donc là aussi, il faut savoir prendre du recul en se disant que les gens, souvent dans une situation de détresse, ils ont des réactions qui ne sont pas toujours celles qu'on peut attendre, et donc il faut prendre du recul pour se dire qu'en fait, ils peuvent être en colère contre une situation et pas forcément contre les personnes qui viennent les secourir. Donc ça n'a rien de personnel, quoi. Ça n'a jamais rien de personnel. Okay. Il faut toujours le prendre comme ça. D'accord, ok. Et toi, Michel, est-ce que, en termes d'anecdotes, est-ce que alors j'ai bien compris que tes enfants, ils avaient eu le changement, que Christophe aussi, il avait eu un changement. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, t'as vraiment un fait marquant, quelque chose où t'as senti finalement qu'il y avait eu vraiment un cap que t'avais passé à travers ce métier? Parce que alors un cap pour moi ou pour les gens que j'accompagne? Ouais, alors je précise aussi que tu fais partie, tu es rattaché à un groupement aussi de coachs avec lequel tu es amené à travailler. Tu pourras nous en parler si tu veux. Est-ce que toi, même dans ta relation en général avec les autres, tu as senti, tu me disais à un moment que tu étais en colère parce que ça allait pas assez vite, j'ai bien entendu. Est-ce qu'aujourd'hui, ça t'est arrivé d'être face à, par exemple, à quelqu'un qui était vraiment en colère et du coup de dire attends... en fait, pour l'anecdote et pour l'histoire du choix, je reviens un peu en arrière, mais comme quoi le coaché choisit son coach, le coach choisit aussi son coaché. Moi, ça m'est déjà arrivé dans des milieux hospitaliers de ne pas vouloir, après notre premier rendez-vous, de ne pas choisir, de ne pas coacher la personne. Parce qu'il y avait des enjeux qui étaient des enjeux très hospitaliers, hiérarchiques. Et à partir de ce moment-là, pour moi, il y a quelque chose qui s'est activé et je sentais que j'allais pas être au bon endroit entre mon ancienne vie avec des milieux très structurés, hiérarchiques. Et donc, j'ai fait le choix, et dans la bienveillance totale, de dire à la personne, je pense que c'est mieux si vous trouvez un coach qui n'est pas du tout du milieu hospitalier. Voilà. Ça, c'est la première question. Oui. Et la suite, c'était... Tu vas parler de quoi, du coup ? Par rapport à une anecdote où tu as vraiment senti... tu parlais de colère, mais est-ce que, j'allais dire, même sur des grands traits presque de personnalité, tu as senti qu'à un moment, tu avais... alors, Coach Station, j'aime bien devenir votre meilleure version, mais est-ce que tu as senti qu'il y avait vraiment des choses sur lesquelles tu avais fait des bonds et que même tu étais plus en paix, parce que tu parlais de colère, tu étais plus en paix maintenant par rapport à certaines choses? Alors, en fait, aujourd'hui, moi, je suis apaisée. Ça fait presque 10 ans que je suis coach déjà. Et je suis apaisée parce que je n'attends rien de l'autre. Et je suis pas dans une posture de sachante. Et que c'est comme si, avant, je savais ce qui était bon pour les autres. En fait, l'autre n'étant que l'autre. Et déjà, avec moi-même, j'avais du mal. Donc, voilà, c'est un peu un cercle vicieux, mais... à des moments donnés, on a des postures, on a l'impression qu'il n'y a qu'à Faucon, t'as qu'à le faire, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a qu'à Faucon, chez moi, n'existe plus. Et donc, chaque personne en est là où il en est. Par contre, je vois, moi, dans les coachings que j'ai faits, des gens qui se sont révélés vraiment, qui ont fait des choix... et qui témoignent que grâce à mon accompagnement, ils se sont autorisés des choses qu'ils n'auraient même pas pensé, imaginé au plus profond de leur inconscient, être capable de faire ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment... pour moi, une récompense. Et alors, je pense qu'il y a quelque chose qui vient aussi... aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de professionnels de santé parce que c'est mon ancienne vie et que je pense que quelque part, même si j'ai beaucoup travaillé ça en thérapie, j'ai rêvé pendant 30 ans d'être accompagnée dans ces milieux-là, ce que je n'ai pas eu. Et donc, j'ai choisi, moi, de faire celui qui accompagnait les autres. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je sème des petites graines
je sème des petites graines qui, à la suite de ça, vont permettre aux gens de se révéler. Et quand ils témoignent comment aujourd'hui ils sont confortables avec eux-mêmes, comment ils ont choisi, par exemple, de plus faire ce métier ou de renforcer leurs compétences dans ce métier, eh ben, je me dis que, voilà, plutôt que de savoir pour les autres, de les aider à savoir ce qui est bon pour eux, c'est vraiment ça qui me fait plaisir aujourd'hui. Ouais. Alors je précise qu'on est à l'ISFAC aujourd'hui, on les remercie de nous accueillir, et donc c'est aussi un endroit où il y a du passage, donc voilà, ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui arrivent comme ça. C'est les joies de l'enregistrement. Alors du coup, est-ce que toi, Christophe, tu auras envie de donner j'allais dire un conseil, mais bon, c'est vrai qu'on est dans le coaching, là on n'est pas dans le conseil, mais par exemple à des futurs médecins ou des médecins qui sont déjà dans le type d'activité que tu as, c'est-à-dire urgentiste, est-ce que tu auras envie de les conseiller à faire un chemin qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'ils aient envie finalement parfois de s'aider à travers quelque chose qui a priori n'a pas à voir directement avec votre métier, mais qui de plus en plus vient comme ça en filigrane. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? Alors ce que j'aurais envie de leur dire, c'est justement profiter de ce qui est permis dans les organisations. Faites des formations de type facilitation à l'intelligence collective ou du coaching. Parce que ces formations vont permettre aux médecins urgentistes dans les organisations, en tout cas pour ceux qui vont prendre des responsabilités, qui vont avoir un travail avec des équipes, et des équipes qui sont souvent pluridisciplinaires et qui sont de grosses équipes, avec des situations qui aujourd'hui, en tout cas à l'hôpital, sont extrêmement compliquées. Je leur dirais, faites ces formations-là, prenez du recul, ça vous permettra d'avoir les bagages nécessaires, le recul nécessaire, et de pouvoir prendre sur soi pour essayer d'accompagner les autres. Parce qu'en fait, les médecins qui vont prendre des responsabilités dans les structures, ils vont devenir des managers, sauf que un médecin, ça fait pas une formation de manager, jamais dans sa carrière, et donc on dit tiens, tu vas devenir manager, mais on devient pas manager, alors que ces formations, soit celle à la facilitation à l'intelligence collective, soit le coaching, vont permettre d'accompagner les équipes, de pouvoir supporter les équipes, de pouvoir faire gagner en compétences les personnes dans les équipes, et pouvoir les amener justement à travailler sur les problématiques. Donc moi je leur dirais, faites les formations, même si au départ elles vous paraissent éloignées de votre activité professionnelle pure, parce que de toute façon c'est le seul moyen aujourd'hui pour pouvoir faire bouger les organisations. Il y a encore du travail au niveau. Il y a encore du travail. Ok, bon, d'accord. Et toi aussi, tu viens du milieu public, de la santé. Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a des choses qui bougent, même si, comme disait Christophe, il y a encore du travail. Parce qu'on voit que le coaching commence à être de plus en plus dans la fonction publique. Et toi, tu vois le changement avec un peu de distance là ? Alors, le changement, il vient surtout des dirigeants. À partir du moment où il y a un directeur qui est sensibilisé au coaching, qui a une DRH qui peut être coach ou sensibilisé au coaching, ou le directeur lui-même, effectivement, il y a des demandes de formation, d'accompagnement. Ça s'appelle aussi ce qu'on fait en tant que facilitation ou coaching dans les organisations, c'est faciliter la communication, recréer des espaces où les gens peuvent parler, dire ce qui leur convient, ce qui leur convient pas. Donc je pense que le milieu public a besoin de ça.
Après, la problématique, elle est aussi, je pense qu'il y a besoin de coaching individuel, parce qu'on positionne dans la fonction publique, on va positionner par exemple un infirmier qui voudrait être un manager, on va le mettre 1 an ou 2 ans en faisant fonction, donc sans formation, et on lui dit, si t'es pas mort à la fin des 2 ans, ben on te paiera une formation. Donc peut-être que en tant que faisant fonction, accompagnons-le avant de faire une formation, mais au moins accompagnons-le à ce qu'il soit au bon endroit, dans la sécurité d'un nouveau métier. Et je pense que ces prises de poste, elles sont absolument jamais accompagnées dans ces organisations. Et on arrive à faire des coachings, puisque on peut témoigner aussi avec Christophe, on a accompagné des tripartites de pôle, alors donc c'est des chefs de service avec des chefs de pôle, pour qu'ils clarifient leur communication, qu'ils sachent comment ils peuvent mieux travailler ensemble, parce que c'est souvent la base, et connaître les compétences des uns et des autres qui va être au service d'un réseau. Donc c'est vraiment ça aussi qu'il faut accompagner, et je pense que dans les organisations, qu'elles soient hospitalières ou ailleurs, il y a du bruit un peu en fond, qu'elles soient hospitalières ou pas, le manager est toujours isolé. Donc, créant du lien, je trouve que des pratiques de co-développement aussi sur des accompagnements sont intéressants. Okay. Ouais, bah oui, il y a du monde un petit peu autour, c'est pour ça. Mais toi, Christophe, t'as été coaché donc Oui. D'accord. J'ai été coaché lorsque j'ai pris la décision de quitter l'hôpital et j'ai fait un passage vers une structure privée comme urgentiste dans un cabinet privé de ville, et où les choses se sont pas passées professionnellement comme je le souhaitais. Sauf que c'était extrêmement difficile pour moi de quitter la structure que j'avais aidé à développer, parce que financièrement je m'y étais investi. Et donc j'ai été coaché à ce moment-là pour prendre la décision de sortir ou de rester dans l'organisation. Et le coach qui m'a accompagné m'a aidé à prendre la décision de quitter l'organisation dans laquelle j'étais, et de prendre une autre voie professionnelle. Bon, bah, écoute, ok. Bon, merci à tous les deux. C'est un contexte encore une fois particulier parce que vous êtes en vacances, et merci d'avoir consacré un peu de votre temps pour être avec nous sur Coach Station. Est-ce que un petit bouquin, Michel, dans le cadre à lire, un ouvrage à nous conseiller dans le cadre de ceux qui veulent se former au coaching, qui pourrait les aider un petit peu? Soit parce qu'ils se posent la question, soit parce que ils ont envie de connaître un peu mieux ce métier, même s'ils ne veulent pas forcément le pratiquer. Alors un ouvrage de coach, pas particulièrement, mais moi, déjà pour savoir si j'avais envie d'être coach à travers un bilan de compétences, j'ai lu et relu les accords Toltec, et je me suis dit que si déjà j'arrivais à pratiquer ces 4 accords de façon assez fluide, ça voulait dire que peut-être j'avais la capacité de pouvoir accompagner les gens sans induire quoi que ce soit d'autre que ce qu'ils avaient envie eux. Voilà, donc les accords Toltec, je trouve que c'est un chouette bouquin qui est plus en lien avec du développement personnel, mais je pense que la particularité d'un coach, c'est d'aller déjà gratter en lui qui il est avant de vouloir accompagner les autres. Voilà. Bon, ça c'est dit. Toi, Christophe, tu aurais envie de nous partager un ouvrage ou... Moi, ça ne sera pas un ouvrage non plus, ça sera plutôt soit une petite vidéo sur YouTube, soit quelques articles sur le sujet. Ça s'appelle la méthode des chapeaux de Bono. C'est une méthode que
j'utilise assez souvent dans la facilitation, qui utilise des chapeaux de couleurs où les gens prennent différents types de personnalités tour à tour, et je trouve cette méthode extrêmement ludique. Et en plus, toutes les vidéos qui montrent la méthode des chapeaux de Bonos sont extrêmement ludiques et intéressantes et rigolotes. Donc allez les voir si vous voulez. Super, on mettra ça dans les liens, super. Bon, encore merci à tous les deux, hein, et puis on vous souhaite des bonnes fins de vacances. À très bientôt sur Coach Station. Voilà, et bon anniversaire Michel, hein, voilà, pour l'anecdote. Voilà, à bientôt sur Coach Station. Merci beaucoup. Merci.